Les rencontres de la Villa des créateurs en partenariat avec Émergence. Bonsoir à tous. Je vais juste vous proposer quelques rappels pour les nouveaux dans les soirées en émergence. Alors, c'est une opération qui se fait en lien avec la Villa des créateurs, qui est un lieu magnifique qui se trouve proche de la place de Clichy pour ceux qui connaissent Paris. Et c'est un lieu qui accueille plein de publics très différents, aussi bien des entreprises que des artistes, que des ONG, voilà. Et donc on a décidé avec la Villa des créateurs d'un partenariat avec le site que j'anime qui s'appelle Émergence, d'un partenariat qui consiste à animer des soirées de façon hebdomadaire. Donc aujourd'hui c'est la 12e et il y en a une qui est prévue encore avant les vacances la semaine prochaine. Donc, je vous invite à aller à la fois sur le site de la Villa des créateurs et sur le site Émergence, qui s'écrit AIMERGENCES. Si vous souhaitez être au courant des dernières émergences, je publie tous les jours. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est à la fois Charlotte qui va porter un thème. Alors, quand elle m'a dit le titre de la soirée, je me suis dit, mais ce titre-là, là, ça vaut la peine parce que ce mot, je ne le connais pas du tout. C'est un néologisme. Et comme j'adore les néologismes, je me suis dit que ça serait une très bonne idée que de prendre ce titre. Et donc, le titre, vous l'avez, hein, il s'agit est-ce que le scientisme va-t-il remplacer l'humanisme? Sur ce, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à Charlotte. Merci de ta présence et puis à toi la balle. À toi la parole. Coucou à tous, merci Marc de me laisser cet espace de parole et bonjour aux participantes et aux participants. Donc Marc, tu me fais la joie et l'honneur de pouvoir m'exprimer sur cette 12e soirée en émergence et en fait, c'est la première fois que je m'exprime vraiment sur ce sujet pleinement, en tout cas avec un tel temps pour pouvoir partager ça. Donc merci pour ça. On va passer un petit moment ensemble et en effet, il y aura aussi la parole à vous et aux questions. Donc, n'hésitez pas à interagir si vous en avez envie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneuse dans le domaine de la communication et il y a 4 ans, je suis devenue végane et j'ai décidé de me consacrer aux droits des animaux. Donc, j'ai passé un diplôme universitaire sur la question du droit animal à Toulon. Puis, je suis partie marcher pendant 6 mois, une marche en solo pour demander l'évolution de la Constitution pour qu'elle intègre notamment un article sur les animaux, comme l'ont fait déjà certains pays européens. Marche qui a été interrompue par le Covid, donc j'ai eu le temps de préparer cette conférence en émergence. Hein, voilà, puisque je ne suis toujours pas repartie. Je suis pas là pour, j'ai pas une posture qui fait du prosélytisme. J'ai plutôt tendance à partager en fait ce que je vois et ce que j'observe et notamment ce que j'ai pu observer sur le terrain pendant ces 6 mois de marche. Je suis allée voir des éleveurs, j'ai parlé à des vétérinaires, à des scientifiques, à des juristes. Et du coup, je n'ai pas une approche universitaire de la question de l'éthique animale, hein, ni philosophique. J'ai plutôt une approche très pragmatique. Et parmi les militants, il y a différents courants. Ben, moi, je fais partie plutôt des abolitionnistes, hein, c'est-à-dire ceux qui tendent à vouloir que les animaux ne soient plus sous le joug de la domination humaine dans l'avenir. Mais pour autant, je suis très pragmatique, c'est-à-dire que je suis quand même, je fais partie des gens qui œuvrent, qui aiment la politique des petits pas. Donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de partager un maximum sur cette question, avec l'idée non pas de convaincre, mais plutôt d'aider à développer l'esprit critique sur cette question. J'ai pu voir pendant ma marche des limites, les limites au mouvement animaliste, parfois des dérives aussi. Mais en attendant, c'est quand même un mouvement qui, pour moi, est profondément compassionnel et dont les piliers sont l'égalité et la justice. Donc, c'est quand même, pour moi, un mouvement qui préfigure, en tout cas dans l'histoire, qui va dans le sens de l'histoire et qui préfigure un grand mouvement pour le siècle qu'on va probablement voir, en tout cas, émerger
pour étendre notre cercle de considération à tous les êtres sentients. Du coup, je vais vous partager mon écran puisque j'ai bien travaillé et je vous ai fait une petite présentation visuelle parce que voir ma tête pendant 1 heure, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon. C'est long, hein? Tac. Voilà. Hop. Et on va démarrer par là. Voilà. Vous voyez bien? Oui. Super. Donc, le titre de notre séance de ce soir, c'est « Le sentientisme remplacera-t-il l'humanisme ?» Du coup, l'humanisme, c'est, bon, vous le savez, hein, c'est une théorie qui base l'humain et son épanouissement en haut de toutes les autres valeurs. Et la conséquence de cette théorie, c'est que l'humain, finalement, il vaut plus que toutes les autres espèces. Donc, finalement, le spécisme est au fondement de cette théorie humaniste. Alors, le spécisme, c'est un terme qui est apparu dans les années 70 et qui a été en fait surtout promu par un philosophe qui s'appelle Peter Singer, qui est australien. Et en fait, vous comprenez bien la structure de ce terme, hein, spécisme. Il a été construit comme le racisme, le sexisme ou l'agisme. Donc, c'est le fait de considérer en fait différemment les intérêts en fonction de l'espèce. Donc, c'est une forme de discrimination à l'espèce. Alors, on peut tout de suite voir les limites de ce concept-là. C'est que, évidemment, on a l'homme d'un côté, on a les singes de l'autre. Hein. Si on part en tout cas du spécisme de l'homme en direction des autres espèces, c'est déjà hyper difficile de définir ce que c'est qu'une espèce. Même les scientifiques ne sont parfois pas d'accord sur les catégories. À quel moment, entre les singes, nous et notre ancêtre commun, à quel endroit on coupe dans la chaîne? Donc déjà, on voit que les frontières de l'espèce ne sont pas forcément évidentes à trouver, ce qui pose quand même la question de se dire, si on attribue des droits en fonction des espèces, déjà, de fait, on a quelque chose qui peut être super arbitraire. Et quand on parle des droits fondamentaux, c'est quand même pas rien. On a aussi de la difficulté à nous-mêmes nous définir en tant qu'espèce. Alors, longtemps, on a essayé de voir ce qui pouvait nous différencier des animaux plutôt que de voir ce qui était en commun. Et en tant qu'humaniste, hein, en tant que pinacle de l'évolution, on a essayé de trouver ce qui pouvait vraiment faire qu'on était, nous, humains, les plus importants, les plus grands, les plus géniaux. Alors, au départ, on s'est dit, le test du miroir, la conscience de soi. Ouais, sauf qu'il y a plein d'animaux qui le réussissent, et notamment la pique, voyant à droite. Ensuite, on s'est dit le langage, évidemment, sauf qu'aujourd'hui, les scientifiques nous montrent qu'il y a tout un tas d'animaux qui ont des langages extrêmement élaborés. Et récemment, des études sur les dauphins, par exemple, montrent qu'on a un langage qui serait presque similaire. C'est un grand mystère, en tout cas pour les scientifiques. Et on s'est aussi attribué des sens moraux, comme par exemple le sens de la justice, le sens de l'équité. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on a aussi des études qui nous montrent que les animaux ont ce même sens. Et moi, il y en a une que j'adore. C'est une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, qui a été faite par France Deval. Et on y voit en fait des capucins qui sont côte à côte dans une cage. Ils peuvent se voir, mais pas se faire passer des objets ou se toucher. Et le principe, c'est de récompenser ces deux capucins puisqu'ils ont réussi à mettre le bon objet au bon endroit. Hein. C'est quelque chose de très facile. Donc, c'est basé sur le système de la récompense. Et on voit qu'en les récompensant différemment, il se produit quelque chose d'assez intéressant. On leur donne au départ à tous un concombre, hein, ce qu'ils aiment bien, mais bon, c'est pas non plus le top. Et on commence à donner à certains qui réussissent le test du raisin.
Et là, évidemment, le raisin, c'est une récompense beaucoup plus intéressante. Et certains singes se mettent complètement en colère de voir que leur copain a eu un raisin et pas eux. Donc, ils vont même jusqu'à jeter le concombre dans la tête de l'expérimentateur, du scientifique. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que certains singes, donc refusent de faire l'expérience, mais certains singes refusent la meilleure récompense, donc refusent le raisin, tant que l'autre n'a pas eu la même. Donc, on a non seulement un sens de la justice et de l'équité, mais aussi une forme d'altruisme. Alors, on pourrait se dire, oui, mais enfin, finalement, l'espèce humaine, bah non, on est capable de raisonner, hein. Alors, oui, très bien, sauf qu'au sein de l'espèce humaine, on a aussi des individus qui ne sont plus capables de raisonner, hein. On pense aux personnes âgées atteintes de démence, on pense à certains handicaps mentaux importants, sévères. Donc, là encore, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent ou plus rationnel qu'on donne des droits fondamentaux. Au sein de l'espèce humaine, tous les individus ont des droits fondamentaux, donc ce qui prouve bien qu'on est quand même dans une société qui est profondément spéciste. Enfin, on pourrait se dire, on a quand même une intelligence suprême et supérieure, on élève des cathédrales, on part dans l'espace. Oui, alors je pose la question, est-ce que vous êtes déjà parti dans l'espace? Est-ce que vous avez construit une cathédrale? Je ne pense pas, ni moi non plus. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, finalement, si demain, on a un extraterrestre, des extraterrestres qui arrivent sur la Terre et qui sont bien plus intelligents que nous, pourraient-ils pour autant nous mettre en esclavage? Enfin, sur la question de l'intelligence ou des intelligences ou des capacités, on appelle ça le capacitarisme, eh bien là, encore une fois, on prend ce qui nous arrange, hein, bâtir des cathédrales, élaborer des concepts, très bien, mais êtes-vous capable, comme le sterne arctique, de parcourir 96 000 km? Êtes-vous capable, comme le faucon pèlerin, d'avoir une vitesse en pic de 389 km/h? Et enfin, êtes-vous capable, comme le bousier, c'est mon préféré, de déplacer 1141 fois votre poids? Déjà, si vous déplacez le double de votre poids, ce sera pas mal. Donc, on a ce spécisme de l'humain vers toutes les autres espèces. On peut aussi appeler le spécisme quelqu'un qui va considérer les intérêts des animaux plus importants que ceux de l'humain. Ça marche dans les deux sens. Et on peut aussi observer évidemment un spécisme interespèce, c'est-à-dire que je vais considérer une espèce plus importante qu'une autre, ou je vais mieux la considérer qu'une autre. Et très souvent, l'exemple qui est pris, c'est celui du chien et du cochon. Donc, j'aime bien cette peinture, c'est-à-dire stratégie de survie, hein, on va mettre le masque d'un autre animal. Pourquoi est-ce qu'on traite le chien domestique de cette façon et le cochon d'une autre? Alors, non seulement dans nos comportements, mais aussi au niveau du droit, puisqu'on a des catégories d'animaux qui ont des droits différents. Le chien fait partie de la catégorie des animaux domestiques. On n'a pas le droit de le faire souffrir, on n'a pas le droit de le tuer. Le cochon fait partie des animaux de rente, hein, d'élevage, et lui, alors on n'a pas le droit de le faire souffrir, enfin en tout cas, pas si ce n'est pas indispensable. Peut-être qu'il apprécierait certaines pratiques comme la codectomie ou la castration à vif, je ne sais pas. En tout cas, on a le droit de le tuer pour le manger. Dans d'autres pays, ce sont d'autres types d'animaux qui ont d'autres droits. La Suisse, par exemple, a interdit qu'on ébouillante les homards l'année dernière, je crois. Donc là encore, on voit des disparités qui ne sont pas en fonction de la capacité à ressentir la douleur de l'animal, mais bien en fonction simplement de la catégorie qu'on lui a attribuée et de son espèce. Moi, j'aime bien parler du lapin, parce qu'en fait, le lapin, on peut avoir un lapin chez soi, hein, à la maison. On a aussi des lapins qui sont utilisés dans l'expérimentation animale. On a des lapins dans la forêt et on a des lapins dans les élevages. Et encore une fois, ces 4 animaux ont vraiment des droits qui sont différents. Et pourtant, on peut se dire, il a exactement la même capacité à ressentir la douleur. Donc, vous voyez où je veux en venir. Peut-être un droit qui serait fondé sur la capacité à ressentir, un droit qui serait fondé sur la vulnérabilité, serait quand même, à mon sens, beaucoup plus juste. Et puisqu'on parle du droit, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée dans ce diplôme universitaire, du droit animalier donc, on nous a dit qu'en droit, les animaux étaient définis ainsi. On entend par animaux, dans le langage du droit, tous les êtres animés autres que les hommes. Alors, déjà, biologiquement, c'est faux, hein, puisque l'humain est un animal, évidemment. Donc là, on a
spécisme dans toute sa suprématie. Et est-ce que c'est quand même pas dingue d'utiliser le mot animal pour distinguer tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire un seul mot pour désigner plus de 7 millions d'espèces? Alors du coup, on s'est un petit peu intéressé à l'ontologie et à la sémantique. Et c'est là où le spécisme va vraiment prendre ses racines et se nicher sans même qu'on s'en aperçoive. Et je me suis moi-même débusqué tout un tas un langage en fait spéciste, hein, donc c'est vraiment du conditionnement. Et un des premiers éléments qui m'est apparu, c'est la désincarnation. Donc avec les mots, on va désincarner l'animal. Par exemple, pour des individus, des humains, vous dites des personnes. Pour des animaux, le terme personne n'existe pas. Lorsque vous tuez quelqu'un, un humain, c'est une arme que vous utilisez. Lorsque vous tuez un animal, vous utilisez un outil. Lorsque vous tuez un humain, c'est un meurtre. Lorsque vous tuez un animal, en tout cas par exemple à la chasse, c'est un prélèvement. On parle aussi, et ça c'est Aurélien Barraud qui le souligne, dans la nature, on a une perte de biodiversité, on parle de disparition des animaux. Il dit ce n'est pas de la disparition, les animaux meurent. Pour les humains, on va parler de cadavres, pour les animaux, on va parler de viande. Et enfin, pour les humains, on va parler d'esclaves, et pour les animaux, on va parler de ressources. Je n'ai pas non plus trouvé l'équivalent des mots homicide, féminicide et infanticide dans le règne animal. On s'est aussi amusé avec mon compagnon à débusquer toutes les expressions qui utilisent des animaux, et vous allez voir, c'est absolument effarant. Donc là, on est plutôt dans une logique d'avilissement. Alors déjà, se comporter comme un animal, faire preuve de bestialité ou simplement être bête, on voit déjà que l'homme a essayé de poser une distinction avec l'animal pour, encore une fois, essayer de se sortir de ce règne-là. Et vous prenez n'importe quelle espèce d'animal, vous allez voir qu'il y a une citation qui s'en réfère, et en général, 9 fois sur 10, elle est plutôt extrêmement négative et péjorative. Là, il y en a seulement quelques-unes, mais Jean-François Noubel, sur son site, s'est amusé à en lister un certain nombre. Il a appelé ça « petit dictionnaire spéciste » et on peut retrouver une 60aine d'expressions listées qui sont de cet acabit-là. Et enfin, encore une fois, au cours de mes recherches, j'ai pu voir dans différents secteurs, et ça on le retrouve aussi en droit, la notion de chosification ou réification, c'est un terme plus juridique. J'ai par exemple eu un mal fou à trouver le nombre d'animaux qui partent tous les ans sur des bateaux, hein, que ce soit les agneaux ou d'autres animaux qui partent à destination d'autres pays. Et en fait, j'ai trouvé à chaque fois des tonnes équivalent carcasses. Donc, je n'arrivais pas à trouver combien d'animaux étaient tués. Je trouvais des tonnages. J'ai aussi, dans le milieu agroalimentaire, très fréquemment vu le mot matière première ou le mot stock pour parler d'animaux. Ou encore le mot ingrédient. Hein. Bah oui, il faut bien le dire, en cuisine, les animaux sont des ingrédients. Dans le domaine scientifique, c'est pareil. Un avocat me disait qu'il avait déposé un brevet dans lequel il était stipulé, pour parler des souris, on appelait ça des plateformes de reproduction. Et le terme souris n'était même plus mentionné dans le brevet. Dans le domaine de la recherche, toujours, eh bien, il faut savoir que les animaux ne sont pas forcément appelés des animaux, mais ils sont parfois tout simplement nommés du matériel biologique. On va observer la même chose dans le langage écologiste. Hein. On va parler de population, on va parler de biodiversité, mais on va très rarement parler d'individus ou de personnes. Et enfin, j'attire votre attention sur la partie plutôt animaux domestiques. Hein, j'ai un chien, je suis son maître ou je suis son propriétaire. Alors là, évidemment, encore une fois, on a cette référence au droit. Sachez que si l'animal est considéré dans le droit comme un être sensible, en tout cas certains d'entre eux, depuis 2015, eh bien, ils font toujours partie de ce qu'on appelle le régime des biens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas défendus pour eux-mêmes, mais pour la personne à laquelle ils appartiennent. Si demain, vous détruisez du mobilier urbain, vous avez des sanctions qui sont plus importantes que si vous tuez votre animal. Il y a l'exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine, un homme qui tue son animal à coups de batte de baseball devant un supermarché parce que ce chien avait mordu sa femme.
Évidemment, l'homme est convoqué au tribunal par une association de protection des animaux. Il écope de quelques mois de prison avec sursis et d'une amende simplement pour pouvoir financer les frais d'avocat de la partie adverse. Donc, en fait, il n'a rien du tout, hein, il n'écope de rien. Et oui, parce que finalement, ce chien, c'est le sien. Et que ça n'est pas l'association à qui on a porté préjudice. De la même façon, si j'écrase un chien dans la rue, je devrais rendre des comptes à son propriétaire et c'est le propriétaire qui aura un préjudice et non pas l'animal en question. Donc, on voit tout de suite les problèmes que ça pose au niveau du droit. Et on entendra d'ailleurs, pour la petite histoire, l'homme qui tue donc ce chien à coups de batte de baseball et les passants qui s'arrêtent horrifiés, eh bien, il dira « je fais ce que je veux, c'est mon chien ». Alors, si on parle de cette idée de propriété, dans le droit romain, bah, évidemment, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le patriarche avait le droit de vie ou de mort sur sa femme, sur ses enfants, sur ses esclaves. Et le parallèle entre l'esclavagisme humain et animal se fait très souvent dans la littérature. Alors, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est un individu qui est privé de sa liberté et de ses droits fondamentaux et qui est l'instrument économique sous la dépendance de son maître. Vous apprécierez la comparaison. On parle aussi d'un exploitant agricole, hein, donc exploiter, action de tirer un profit abusif de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, ceci étant dit, lorsqu'on a défini le spécisme, eh bien, on voit arriver un courant, il y a quelques années, un mot nouveau qui s'appelle l'antispécisme, et il a été notamment promu en France, en tout cas, par le journaliste Aymeric Caron. Et moi, j'ai découvert ce livre il y a 4 ans avec ce mot. Et le livre commence en ces termes, Aymeric Caron qui dit « Je n'aime pas les animaux ». Et de continuer « Je n'aime pas les animaux plus que les humains. Je les respecte, un point, c'est tout ». Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on a aujourd'hui quand même une image des gens qui protègent et qui aiment les animaux comme des personnes à la fois qui n'aiment pas les humains, mais aussi qui travaillent autour de la protection et contre la maltraitance. Mais ça n'est pas ça du tout. L'antispécisme, c'est vraiment un mouvement qui vise à la liberté et à l'égalité d'autres êtres, d'être plus vulnérables. Et on est vraiment sur un vrai mouvement social. L'image de gauche est prise à Lyon par un mouvement qui s'appelle 269 Life. Donc, c'est vraiment un mouvement compassionnel pour les droits des autres êtres. Et dans ce mouvement antispéciste, on a, pour les droits des animaux, plutôt mouvement animaliste, on a différentes catégories d'activistes, du vert clair au vert foncé. On a toujours évidemment des extrêmes. Donc, on va avoir le courant de ce qu'on appelle les welfaristes, pour le bien-être animal. Donc, eux disent il faut des cages plus grandes, il faut de la verdure, il faut arrêter de couper tout ce qui dépasse aux animaux. Bon, voilà, ça, c'est le bien-être animal. Et puis, on a les abolitionnistes. Et là, on est plutôt dans les courants de la libération animale. Et là, on va avoir des personnes qui sont contre toute exploitation des animaux. Alors, moi, sur le terrain, en tout cas, j'ai pas tellement vu des gens qui s'enchaînent devant des abattoirs ou dans des élevages pour libérer des animaux. J'ai plutôt vu ce genre de personnes. D'ailleurs, c'est moi qui ai pris la photo à Bordeaux lors d'une action L214 l'année dernière. Je vois plutôt un profil plutôt de femmes militantes d'un certain âge. Donc voilà, c'est ça aussi la réalité du mouvement animaliste en France aujourd'hui, pour moi en tout cas. Face à cette réponse antispéciste, on a les agriculteurs, évidemment, le monde agricole, le monde rural qui s'est mobilisé parce que, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On les a traités de tueurs, de dominateurs, d'exploitants. Et c'est vrai que ça a été assez difficile pour eux en termes d'image. Donc, ils ont répondu par un certain nombre d'actions. Et ils ont inventé un néologisme, encore une fois. On a vu apparaître la notion d'agribashing l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans. Et la définition de ce mot agribashing, c'est le dénigrement systématique du monde agricole.
Donc, ça rentre les mouvements animalistes, mais aussi tous les mouvements écologistes, hein, contre les zones de non-traitement, contre les pesticides, etc. Ce sont quand même des mouvements qui sont portés par, on va dire, les mouvements agricoles productivistes, hein, FNSEA, Coordination rurale, les jeunes agriculteurs. La Confédération paysanne n'est plutôt pas trop là-dedans et considère même qu'il y a derrière la création de ce mot, la volonté de mettre sous cloche en fait le débat sur les pesticides, les fermes-usines, et finalement de faire taire un autre projet agricole. Un petit peu plus inquiétant quand même, et ça pour moi c'était important de le relever, c'est la création de la cellule Déméter l'année dernière, c'est-à-dire une cellule de la gendarmerie nationale qui opère aux côtés du monde agricole. Donc c'est un peu inédit, c'est la première fois qu'une cellule sécuritaire se met au service d'un secteur entier. Alors, moi je veux bien, hein, sauf que l'année dernière, il y a eu 41 intrusions dans les élevages contre 15 000 atteintes au monde agricole qui sont particulièrement des vols. Donc 41 intrusions, c'est quand même pas beaucoup et à mon sens, pas forcément suffisant pour créer une cellule Déméter. Mais ça montre bien que là, encore une fois, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, qui inquiète profondément les filières. C'est ce mouvement, hein, de libération et puis c'est la mise au jour de pratiques absolument inacceptables. Ce qui est un peu flippant avec cette cellule Déméter, c'est que ce n'est pas juste les actes crapuleux, en fait, ce n'est pas juste on va s'introduire dans les élevages, mais c'est surtout qu'ils œuvrent pour la prévention et le suivi des actions de nature idéologique et symbolique de dénigrement du milieu agricole. J'ai moi-même fait l'objet d'un petit suivi, hein. J'ai appris qu'un de mes amis avait reçu un coup de fil de la cellule de gendarmerie, hein, pour savoir qui j'étais, où j'allais. Voilà, je marche avec un sac sur le dos pour les droits des animaux. Comment c'est possible qu'à un moment donné, je sois identifiée et pistée de cette manière-là? Il y a eu beaucoup de tribunes pour dénoncer la création de cette cellule Déméter, qui a d'ailleurs opéré dans différentes associations ces derniers mois en faisant des interpellations, en demandant à des personnes de venir s'expliquer, des associations qui font de la lutte contre les pesticides, la lutte contre la 5G, etc. Donc voilà, il y a quand même une grosse pression qui est mise sur ces lanceurs d'alerte. Et en réponse à ça, eh bien, un certain nombre de scientifiques et de monde politique s'est démené en demandant l'arrêt de cette cellule, en disant que finalement, ça portait gravement atteinte à la démocratie. Et c'est ce que m'a confirmé un grand avocat qui me dit que la création de cette cellule porte atteinte aux droits européens fondamentaux, aux droits de l'homme. Voilà, donc j'ai fini en ce qui concerne cette partie sur le spécisme et j'aimerais vous demander ce que vous en pensez et j'aimerais savoir, en fait, si vous êtes spéciste. Hop. Alors voilà, j'ai lancé le petit sondage. Donc vous pouvez voter en ligne. Et en fait, il y a deux questions en même temps, hein, auxquelles il faut répondre. Donc, êtes-vous spéciste comme vient de le proposer Charlotte? Et puis la deuxième, êtes-vous vegan? Oui, non, en transition. Donc, il y a déjà 6 votes. Et 7, 8. Alors, on est combien? 4, 10, 11. Il devrait y avoir 11 votes. Bon, c'est pas grave si tout le monde ne vote pas, mais ça serait sympa. Encore quelques secondes pour les derniers. Et résultat, attention, attention, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà le résultat. Partagez les résultats. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc Charlotte, je te laisse l'interpréter. Alors c'est marrant, on ne sait pas. Alors moi j'aimerais bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Moi j'aimerais bien qu'on ait un petit échange à ce stade sur cette question du spécisme, parce que c'est quand même.
aujourd'hui, on nous dit que l'enjeu, finalement, ce n'est pas tellement le véganisme, qui est juste une conséquence culturelle d'un changement, en fait, vraiment de regard et un changement de société. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de venir débusquer justement la pensée spéciste. Hein. Ça, c'est la racine de tout. Donc, voilà, du coup, pour ceux qui ont répondu ne sais pas, ça m'intéresse particulièrement. Et si vous voulez qu'on échange un petit peu là-dessus ou qu'on ait une session de questions-réponses ou de partage, eh ben, voilà, vous pouvez ouvrir vos micros et contribuer. Alors, y a-t-il des questions, remarques, témoignages? Oui, bonjour. Est-ce que Bonjour. Bonjour. On t'entend, Anne, mais on ne te voit pas, c'est normal. Ok, je peux mettre la vidéo si vous voulez. Bah, ce sera plus sympa si tu es présentable. Ouais, je devrais être à peu près présentable. Vous voyez. Mais tu es carrément présentable. Merci. En fait, moi, en fait, j'ai mis ne sais pas parce que je pense que de me dire pas spéciste, je pense que ce serait pas tout à fait vrai. Finalement, parce que j'ai malgré tout quand même plus d'affection, par exemple, hein, pour un chien que pour un cochon. Et du coup, alors je mange plus de cochon de jambon depuis longtemps, mais j'estime quand même faire une différence parce que j'ai plus de liens affectifs avec les chiens qu'avec les cochons, par exemple. Moi, je veux bien compléter le témoignage d'Anne avec le fait que j'ai beaucoup plus d'affection pour les cochons et les chiens que pour les moustiques. Ouais, aussi. Et du coup, est-ce que tu serais capable d'attribuer, selon toi, des droits différents ou de les considérer autrement, au-delà du fait que tu as une affinité différente entre les deux, que tu te sens plus proche de l'un? Est-ce que ça veut dire que pour toi, voilà, tu serais capable de faire une sorte de discrimination au niveau des droits? Non, j'aurais pas envie de donner moins de droits aux cochons qu'aux chiens. J'aurais pas envie de le faire. Mais s'il y a une maison au feu, tu vas peut-être sauver le chien et pas le cochon, tout comme s'il y a une maison au feu, tu vas peut-être sauver un humain et pas le chien. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Il y a quand même une hiérarchie malgré tout. Ouais, merci de le relever. C'est vrai que moi aussi, je l'observe chez moi, cette hiérarchie. Et d'ailleurs, je le dis souvent, je n'ai pas l'impression que je suis antispéciste parce que très clairement, parfois, je fais des arbitrages. Par contre, je pense que ça ne se joue pas tellement là, ça se joue vraiment sur la prise en compte des droits fondamentaux, ça se joue vraiment sur le fait de considérer l'autre. Après, c'est vrai que de toute façon, il y a des hiérarchies naturelles et ce n'est pas des jugements de valeur, c'est juste qu'à un moment, on va se sentir peut-être plus proche d'une espèce que d'une autre. Mais ouais, merci de le relever. Ouais, c'est pour ça que tu avais mis pas sûr, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis pas sûr, quoi. Après, comme tu dis, il y a une hiérarchie naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez la carte affective du vivant. C'est sorti, c'est des chercheurs au muséum d'histoire naturelle qui l'ont sorti. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez après. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ils ont fait plein de sondages et des recherches pour savoir si on se sentait plus empathique envers telle ou telle espèce. Et bon, bah évidemment, oui, on se sent plus empathique. En fait, on a de moins en moins d'empathie plus l'espèce est phylogénétiquement éloignée de nous. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme carte. Ouais, moi je veux bien le lien, ouais. Ouais, je vous enverrai le lien. D'autres contributions? Avec plaisir. J'ai mis une étoile, c'est système pour signaler. Je peux prendre la parole si jamais. Vas-y. Oui. Bonjour, Marianne. Moi, j'ai eu du mal à répondre à la question êtes-vous spéciste parce que j'ai l'impression que, je te dis vraiment mon ressenti, que c'était êtes-vous raciste, tu vois? Donc, c'est un peu délicat de dire bah ouais, complètement.
Et en fait, j'ai hyper hésité. Je me dis, si je dis oui, bah, je sais pas, c'est terrible, quoi, en termes de jugement. Et après, voilà, quand vous parlez de chiens, cochons, clairement, ouais, s'il y a un incendie, clairement, je pense que je choisirais, que je ferais une hiérarchie. Et c'était très intéressant parce que dans les ouvrages spécialistes, justement, des fois, ils disent est-ce que tu sauves un chiot qui a 2 mois et qui a beaucoup plus d'espérance de vie qu'une personne âgée? Non, tu vas sauver la personne âgée, en fait. Donc oui. Non, enfin, lui, il disait que dans la majorité des cas, les sapeurs-pompiers feraient ça. Et je trouve ça intéressant de voir ce vers quoi on tend. C'est un idéal d'antispécisme. Et d'un autre côté, à titre personnel, je n'en suis pas tout à fait là. Voilà. Mais c'est délicat à répondre à cette question oui, non, sans avoir peur d'un jugement derrière. Voilà, c'est ça que je voulais faire part. Et du coup, tu as répondu quoi? J'ai répondu non. Dans un idéal législatif, je dis non. Si on parlait des droits, là, si on parle d'un droit, moi, je voudrais un droit antispéciste. Voilà. Donc, je me suis fixée sur cette présentation qui me semblait un rapport aussi sociétal. Enfin, voilà, comment la société réagit vis-à-vis des animaux. Et du coup, c'est en ce sens que j'ai répondu. Après, à titre personnel, bon, je suis quand même... à part moi, les moustiques que j'attaque parce qu'en fait, ils m'attaquent. Enfin, j'estime qu'à un moment donné, c'est comme les animaux, ils se battent entre eux. Hein. Enfin, il y a une histoire de territoire. Donc, moi, j'ai pas de problème à défendre mon territoire. Mais pour autant, voilà, je tends plutôt vers l'antispécisme. Bah, te connaissant, enfin, en tout cas, pour moi, je dissocie vraiment la théorie des droits fondamentaux, c'est-à-dire un droit fondé non pas sur l'espèce, mais sur la capacité à souffrir, etc., et les intérêts communs entre les espèces. Après, au niveau du feeling, bah, c'est sûr qu'on peut avoir des empathies qui sont différentes, et peut-être qu'il y a des gens qui vont être en super empathie avec des escargots, et d'autres pas. Enfin, tu vois, ça dépend aussi vachement au-delà des caractéristiques phylogénétiques dont parlait Anne tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi des affinités particulières. Mais pour moi, la question, c'est s'il y a plein d'animaux dans la pièce, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Qu'est-ce qu'on leur donne comme droit? Et du coup, la question de la maison au feu, pour moi, c'est comme, oui, tu es végane, mais si tu es sur une île déserte, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, elle se pose sans se poser parce que ça a très peu de chances d'arriver. Donc tu es spéciste, Marianne. Hein, je t'annonce que, comme moi, tu es spéciste. Et j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur la définition de l'animal. Tu me diras si c'est le moment d'y répondre ou pas, de pouvoir répondre quand tu veux. Sur le fait qu'on disait que l'animal, c'était tout être vivant qui est capable d'être animé, non? Ou quelque chose... Je ne me souviens plus trop, excuse-moi, de la définition exacte. Mais du coup, je me posais la question si le végétal pouvait être considéré comme un animal. Parce que dans la définition qui était tellement large, je me suis dit, mais entre des plantes carnivores, les arbres qui communiquent entre eux, je sais pas. Je me suis dit, waouh, ils sont allés loin quand même, hein, de la définition. Ouais, je pense qu'ils disent être animé. Donc, je pense que les plantes ne rentrent pas dans être animé. Ouais, ça fait plante. Je pense pas. Et après, alors je ne sais pas quelle est la définition de être animé, mais je pense qu'il y a quand même une idée de probablement... De mouvement. Ouais, de mouvement, ouais. D'autres contributions? Non? Eh bien alors, on repart. On repart. Alors, si vous voulez, pardon, je mets la vidéo. Oui. Je viens de ressortir mon cours. Donc, j'ai la définition d'un animal. C'est une définition qu'une prof m'a donnée parce que j'ai suivi un diplôme universitaire sur la relation homme-animal à la fac de Rennes cette année. Et donc, la définition précise, c'est un être vivant, organisé, multicellulaire, généralement capable de se déplacer, tirant son énergie en mangeant d'autres organismes. Et c'est là où je pense que c'est la différence avec le végétal pour le coup.
Merci. Éclairant. D'autres contributions? Bon, eh ben on repart. Allez. Tac. Du coup, si on est sur une société qui devient demain non spéciste, eh ben, elle sera forcément végane. Le véganisme, en fait, la définition a été donnée par la Vegan Society en 1949. C'est juste un an après la découverte de la fameuse vitamine B12. Donc, cette vitamine B12, c'est celle qui, justement, nous permet de pouvoir vivre sans consommer de chair et de sécrétions animales. Et elle le définit comme le principe d'émancipation des animaux de l'exploitation humaine. Alors, aujourd'hui, on associe quand même grandement le véganisme à un régime alimentaire, à une liste de courses. Or, ce n'est pas du tout ça. Le véganisme, c'est une posture politique. Déjà, ça ne concerne pas que le mode d'alimentation, ça concerne tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, à la fois les cosmétiques, les produits d'entretien, la manière de s'habiller. On ne se rend pas compte, mais les animaux, ils sont présents juste partout et dans plein de produits qu'on ne soupçonne même pas. Des encres, des gélatines, des peintures. Donc, on retrouve non seulement leur chair et leurs sécrétions, mais leurs poils, leurs ongles, leurs os broyés. On retrouve les animaux absolument partout dans notre vie quotidienne. C'est le mouvement qui croît le plus dans le monde aujourd'hui, devant les religions. On a eu 25% de croissance l'année dernière sur les produits, les substituts végétariens. Donc, en termes de consommation, c'est juste énorme. Et on estime qu'il y a en France entre 0,4 et 0,8 véganes dans le monde, en France. Alors, je ne parle pas du végétarisme, du coup, parce que justement, pour moi, le véganisme, c'est complètement autre chose. C'est une entrée qui est éthique et politique. Donc, vraiment, je parle uniquement de cette frange d'activistes. Mais on a aujourd'hui, dans certains pays, un nombre de véganes qui atteignent vraiment des populations importantes. En Israël, c'est à l'endroit où il y a le plus de véganes. Il y a 6% de la population. Et au Canada, on en a 2,7 à peu près. Donc, on observe que on a un continuum de conditions en fait entre les luttes pour la condition humaine et celle de la condition animale, et on observe aussi qu'il y a beaucoup de parallèles entre les droits civiques des Noirs, les droits des femmes. Voilà, on est comme vraiment sur un continuum de valeurs. J'aime bien cette image parce que lorsque je dis aux gens je suis végane, ma famille en premier lieu, tu es quand même un petit peu extrémiste, tu es quand même un petit peu radical, tu trouves pas? Alors oui, tonton Roger, c'est radical, en même temps pas vraiment. Qu'est-ce qui est le plus radical? Est-ce que c'est de tuer 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs français ou de vouloir en tuer aucun? Je ne sais pas. La question de la radicalité, du coup, elle se pose. Et moi, j'aime bien cette image parce que oui, tu tues un chien, tu es un psychopathe, tu tues personne, tu es un extrémiste, et tu tues 3 millions d'animaux, et bien c'est normal. Du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a cette radicalité qui est connotée négativement? Pourquoi est-ce que la radicalité, l'extrémisme et la violence sont finalement un petit peu mises dans le même sac? Pourquoi est-ce qu'on a peur des gens qui sont radicaux? A-t-on peur de son manque de discernement et de se faire influencer? A-t-on peur de soi-même, finalement? Et je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir une pensée radicale et en même temps une action sensée et mesurée? Évidemment que oui, en tout cas j'ai l'impression que oui. Et donc, ce qui me pousse à me dire, finalement, la radicalité, c'est une vision du monde, et les questions que je dois me poser, c'est pas est-ce que je suis radicale ou pas, mais c'est est-ce que cette vision du monde apporte plus de paix dans le monde, apporte plus de conscience, apporte plus de justice et de beauté? Est-ce qu'elle révèle chez moi les qualités du cœur?
Donc, c'est ça, en fait, les questions qui sont à se poser pour moi. Finalement, le côté bon ou mauvais de la radicalité, il ne relève pas du sujet en lui-même, mais plutôt du rapport et de la relation qu'on a à sa propre radicalité et ce qu'elle va éveiller en nous. Et on peut trouver des militants véganes qui sont tout à fait radicaux et en même temps qui vont avoir des actions extrêmement violentes, des gens qui sont en colère, des gens qui préfèrent les animaux aux humains, qui sont complètement misanthropes. Et en ce cas-là, la radicalité est plutôt, en effet, n'est peut-être pas très bonne ni pour la personne ni pour la société. Donc pour moi, ce n'est pas la radicalité, mais c'est le rapport qu'on a avec elle qui est importante. Je ne vais pas traiter ici des 3 entrées classiques du véganisme, environnement, éthique, santé, parce que vous les connaissez. Simplement, pour moi, ça, ce sont quand même 3 ressources, 3 films qui sont assez incontournables. Si vous avez, en tout cas, autour de vous, des personnes qui veulent avancer sur la question, 3 films que je recommande vivement. Après, moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas forcément véganes, mais qui sont végétariens, végétaliens pour la condition animale. Et ils me disent, pourquoi pas une petite saucisse cocktail de temps en temps, hein, pourquoi pas un petit bout de poulet pour mon petit dernier. Alors oui, et en même temps non. Sur la question environnementale, ce qui est mauvais est mauvais. Greenpeace estime que la production de viande et de produits laitiers menace 6 des 9 limites planétaires aux biodiversité, climat, déforestation, pollution des sols. En termes de santé, c'est pareil, ce qui est mauvais est mauvais. On a une excellente conférence du professeur Grégère sur Nutrition Facts qui nous dit que sur les 16 causes les plus fréquentes de mortalité, 15 peuvent être évitées ou soignées grâce à un régime végétal. Et il prend les 16 maladies en question et les études qui ont été faites sur donc des personnes malades. Donc, tout est étudié. Et il nous prouve ça il nous fait vraiment une brillante démonstration sur la question. Et sur la question éthique, là, encore plus, ce qui fait souffrir. 80% de l'élevage en France est intensif. Moi, je n'ai jamais entendu autant de personnes qui me disent qu'ils se fournissent en local chez un petit producteur. Ouais, je suis désolée, mais quand même 80% de l'élevage intensif en France. Bon, voilà. Donc, le mythe des bons produits avec des labels bien-être animaux sont dangereux parce que non seulement ils renforcent l'idée qu'il peut exister une manière éthique d'exploiter un animal, mais en plus, on fait croire aux consommateurs qu'ils contribuent à leur offrir une vie heureuse, ce qui est absolument faux. On voit les lobbies à l'œuvre sur cette question, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard si vous avez envie de poursuivre, ça dépendra de l'heure. Du coup, pour moi, la seule question qui reste quand on aborde la question du véganisme, avec finalement des lobbies qui vont désinformer, qui vont donner des informations qui vont faire douter, et donc des débats qui peuvent se prolonger sur les questions santé. Oui, mais moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était tombé malade parce qu'il était végane. On a exactement la même chose avec la cigarette. Oui, moi, j'ai entendu parler d'une tata ou d'une vieille tante qui est morte parce qu'elle avait arrêté de fumer. Ça, on l'entend quand même régulièrement. Donc, l'environnement, c'est pareil. Je lisais encore tout à l'heure sur le site de la coordination rurale que l'élevage français contribue à protéger le climat. Ils le disent texto. Donc, on a quand même aujourd'hui la production d'informations scientifiques qui va à contresens de l'histoire. Donc, du coup, pour sortir de ces débats, moi, je reviens constamment sur la question éthique, avec pour moi cette question principale. Est-ce que c'est moral de tuer un animal qui ne veut pas mourir sans nécessité? Et si oui, sur la base de quels critères? Du coup, on arrive à finalement la question principale. Le scientisme est-il le nouvel humanisme? Pour rappel, le scientisme, c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire cette année dans le Larousse. Et vous l'avez compris, c'est la capacité qu'a un animal, enfin en tout cas un être vivant, à ressentir non seulement la douleur, mais aussi des émotions, et des émotions subjectives, la conscience de soi, sa capacité à percevoir des expériences autour de lui. Autrement dit, une conscience. Je rappelle qu'en 2012, 13 neuroscientifiques ont émis la déclaration de Cambridge, qui fait quand même état en matière de bien-être animal et d'éthique animale.
Et ils indiquent, sur la base des connaissances actuelles, donc c'était quand même il y a 9 ans, que l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que certains mollusques comme les pieuvres, possèdent les substrats neurologiques de la conscience. Donc là encore, la conscience est un continuum, hein, ça n'est pas un palier, c'est exactement comme pour les espèces. Et à ceux qui diraient oui, mais les plantes aussi peuvent souffrir, je réponds, les plantes n'ont aujourd'hui aucune des 16 critères de la conscience, justement, elles ne les ont pas, elles n'ont pas de système nerveux central. Les plantes n'ont pas cette capacité à se mouvoir, elles n'ont pas forcément non plus de durée de vie finie comme un animal. Un animal a tout intérêt à pouvoir s'échapper. Si on coupe une jambe ou une queue à un animal, elle ne repoussera pas. La plante, elle, peut tout à fait repousser, d'une part, et en plus, elle a plutôt intérêt en termes de justement stratégie de développement à ce que les animaux ou les humains mangent ces fruits et disséminent disséminent les graines. Donc, on a vraiment deux mondes qui sont complètement différents. Je reconnais qu'on peut avoir des émotions, en tout cas une forme d'intelligence, mais aujourd'hui, il n'est absolument pas prouvé que les plantes sont sentientes. Et à ceux qui me répondent ça, je dis, est-ce que couper un brocoli dans un champ est pour vous exactement la même expérience émotionnelle que couper la gorge à une vache? Je ne crois pas. Donc, les animaux ne sont pas des ressources, ni des aliments, ni des matières premières. Et pour moi, ils représentent d'autres nations et d'autres peuples. Et c'est ce qu'on peut lire dans la théorie des droits de Zoopolis. Et si on admet que finalement, par leur conscience, nombre d'entre eux sont des personnes et qu'ils sont parfaitement capables de s'épanouir et de mener une existence pleine et autonome dans notre société, alors est-ce qu'il ne serait pas naturel de les inclure dans ce que nous appelons justement notre communauté? Donc cette théorie des droits des animaux, elle est super intéressante parce qu'elle dit finalement, les animaux, on est là pour essayer de développer leur agentivité, c'est-à-dire leur capacité à exprimer leur existence, leurs envies, leurs besoins, et les animaux sont tout à fait capables de faire ça. Pourquoi est-ce que les animaux n'auraient pas le droit de se balader en ville? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner un héritage à son animal? Pourquoi est-ce qu'un perroquet ne pourrait pas tomber amoureux de sa maîtresse? Enfin voilà, il y a là aussi un continuum d'espèces qui est très intéressant pour moi de challenger. Et on a du coup une nouvelle idée de ce que pourrait être la société de demain, hein, une société mixte, en fait un peuple mixte, avec des frontières qui finalement s'estompent et plutôt des individus qui réagissent, qui interagissent en coopération. Et ça, pour moi, c'est clairement la nouvelle aventure de l'humanité. Voilà, j'en ai fini. Merci Charlotte. Moi, alors en t'écoutant là, je vais anticiper les questions peut-être ou ouvrir un débat. J'avais en tête ce qui vient de se produire, à savoir, il y a je crois qu'elle est avocate, une personne qui s'appelle Valérie Cabane, qui défend depuis déjà pas mal de temps la notion d'écocide. Et qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? C'est que l'Assemblée citoyenne là, qui a été tirée au hasard et qui a travaillé pendant 9 mois a livré ses résultats. Et dans ces résultats, il y a la reconnaissance de l'écocide, notamment, et le fait que notre cher président a décidé de mener le combat et d'aller au front au niveau de l'Europe pour que cette notion soit reconnue. Et donc, de là, on peut se dire, alors je pensais, il y a Jean-François qui est là, en fait, quand on regarde le temps que ça a mis pour que cette notion, si on en date l'origine à peu près dans les années 70, mettons, à savoir la prise de conscience autour de la question écologique, etc. Et là, on se dit, la prise de conscience autour de ce que tu viens d'évoquer, à savoir est-ce que la question du sentientisme, est-ce qu'il faudra attendre aussi longtemps pour qu'il y ait une forme de reconnaissance de la population et de prise de conscience autour de ces questions-là, ou est-ce que ça pourra aller plus vite? Et alors, sur un autre plan, je revois Jean-François qui va nous écouter, je pense, et je t'invite à livrer ton témoignage.
quand tu parlais des milliers, voire des millions de monnaies qui allaient exister, et là, c'était il y a à peu près 10 ans, et qu'aujourd'hui, il y a facilement des milliers de monnaies qui existent et que ce n'est pas fini, je pense que voilà, il y a cette question qui nous relie là aujourd'hui, à savoir ce que tu évoques aujourd'hui, Charlotte, et puis le fait qu'il faut à la fois de la patience et puis voir ces petits signaux faibles qui sont en train d'émerger, de grandir, avec toujours l'interrogation de savoir mais quand est-ce que ça va atteindre la majorité de la population, quoi, quelque part. Donc voilà, c'était plus une réflexion par rapport à la notion d'écocide qui vient d'être entérinée quelque part, même si on est encore loin de la voir dans les faits. Mais ça prouve que ça progresse, quoi. Ouais, les droits ce qu'on appelle du vivant progressent. Alors après, du coup, c'est la pensée écologiste, ça. On est vraiment sur la notion de vivant, on est sur la notion de biodiversité. On a reconnu aujourd'hui la personnalité juridique à des rivières, aux Ganges, à des montagnes, à des paysages. Donc, on voit qu'en effet, on commence à avoir une prémisse de quelque chose. On a aussi reconnu la personnalité juridique à des orang-outans. Donc, il y a quelques animaux. Salut les gens! Il y a quelques animaux à qui on a pu reconnaître cet habeas corpus, donc les droits fondamentaux. Après, tu évoques la Convention citoyenne et le temps que ça va mettre. Moi, je ne vois pas pourquoi on donnerait autant de droits à un épi de maïs qu'à un animal. Je pense qu'il faut aussi dissocier cette notion de vivant et la pensée écologiste. Elle va pas assez loin pour ça. On n'est pas du tout sur la notion d'individu. Et la Convention citoyenne, donc pour la justice sociale et pour le climat, je l'ai relu tout à l'heure. Le mot viande est cité 2 fois. Alors, je ne sais pas combien il y a de pages, mais plusieurs centaines. 2 fois le mot viande sur quand même la question de la transition climatique. Donc ça m'a paru juste dingue. Et le mot animal est cité une seule fois. Donc, pour moi, ça montre qu'il y a un angle mort incroyable entre la pensée écologiste et la pensée animaliste. Ce sont des mondes qui ne se parlent pas, alors que pourtant les intérêts sont communs. Donc, je ne sais pas, pour moi, c'est quand cette bascule va se faire, c'est quand justement la pensée écologiste et humaniste va ouvrir cette œillère-là, que là, il pourra y avoir une vraie convergence des luttes et que les droits des animaux vont pouvoir évoluer. Mais en attendant, tant que les humanistes et les écologistes penseront que donner des droits aux animaux, c'est enlever des droits aux humains, on n'y arrivera pas. Je t'ai bouché les chakras, Marc. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, témoignages, remarques, interrogations, messieurs, dames? Vous pouvez ouvrir votre micro. Jenny. Alors, Jenny, vous avez mis un long commentaire, mais peut-être ça serait mieux de l'exprimer à l'oral. Jenny? Non. Apparemment, son micro ne marche pas. C'est possible alors. Parce que là, il est désactivé, donc normalement, il ne marche pas. Bon. Jenny qui dit que peut-être qu'on peut se sentir plus proche d'un chien que d'un cochon, mais parce qu'il est plus proche de notre environnement. Et en effet, il y a la question de où sont les animaux qui sont entassés et qu'on ne voit pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait juste. Moi, je sais pas, alors, du coup, je me permets de reprendre la parole, mais en ce moment, je suis particulièrement... je suis moins positive que toi, Marc, mais c'est des phases. Hein, et je côtoie énormément de gens différents de moi. Je pense que c'est un choix inconscient. Et je commence à être particulièrement
choquée du manque de conscience quand on parle, parce que bon là, j'ai typiquement des week-ends, on parle de barbecue, on parle d'un restaurant de fruits de mer, Enfin bon, voilà. Et du coup, moi, ça me met dans des états. Et je pense que s'ils voyaient réellement mon état, parce que tout ça se fait en ligne, ils seraient limite, qu'est-ce qui t'arrive? Et quand je dis non, mais je suis végétarienne, il fait ah, tu manges pas de poisson? Enfin, voilà. Et en fait, j'arrive à une espèce de saturation. Et je pense que ça m'intéresserait beaucoup une analyse ou une étude, parce que, comme tu disais, on a vu ces changements de conscience, on a vu le droit des femmes évoluer, c'est encore, voilà, mais on a vu des choses évoluer, en tout cas, et je serais très intéressée, si vous connaissez ou quoi, des études qui montrent à quel moment donné, il y a la bascule, quoi. À quel moment donné, le fait qu'on ait ces fameux 3%, et ben, voilà, tout d'un coup, on a vu du bio pulluler de partout, enfin, même si ce n'est pas forcément du bio éthique. Mais je ne sais pas, il y a comme un renversement qui se fait, parce que moi, je sais plus comment me positionner par moment, tellement je suis loin des gens sur ce rapport à l'animal. Et voilà. C'est un petit témoignage pas hyper joyeux, mais c'est que quand tu parles de viande, les gens, ils comprennent même pas quand je dis que c'est un cadavre. Enfin, des fois, je dis ça en rigolant. Je dis non, je mange pas de cadavre. Et il faut, ah, mais tout de suite, tu dis ça. Je dis, bah voilà, c'est quoi selon vous? Voilà. Je m'arrête là. Faut vivre en Israël. Ouais. Oui. Bah oui, c'est quand et ça va pas assez vite. Ouais. J'ai pas d'études sur les points de bascule. Simplement, sur la question de l'esclavage, par exemple, puisqu'on reprend toujours ces parallèles, c'est pas les grands ceux qui ont libéré les esclaves et les droits qui ont avancé. C'est pas les militants pour la cause. Hein. Ce qui a avancé, c'est que finalement, d'un point de vue économique, c'était beaucoup plus rentable de faire appel à des salariés qu'à des esclaves, parce que les esclaves, il fallait les acheter, les nourrir. Ils n'étaient pas forcément, ils prenaient pas énormément d'initiatives. Donc en fait, on a eu cette bascule parce qu'à un moment donné, économiquement, c'était juste plus intéressant en fait de faire travailler des gens qui avaient envie de travailler. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, moi, je crois beaucoup dans l'agriculture cellulaire. La viande in vitro, on en a pas mal parlé. C'est aujourd'hui une des innovations de rupture en termes d'agroalimentaire les plus importantes qui s'annoncent. Tous les grands philanthropes américains, Leonardo DiCaprio, Richard Branson, donc tous ceux qui financent la cause écologiste mettent des milliards, investissent énormément dessus. Et ce qui me fait dire que c'est une petite révolution, en tout cas à cet endroit-là, et que ça pourrait vraiment justement créer de la bascule, c'est qu'on a les lobbies qui ne veulent pas en parler. Hein. On a l'INRA qui ne veut pas organiser de conférence sur la question. Donc l'INRA, je rappelle quand même que c'est l'Institut national de recherche pour... alors ils ont rajouté un E, c'est plus INRA, c'est INRAE, pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, ils ont quand même été créés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour nourrir la France, hein, donc pour allier les technologies à l'agriculture, pour faire de la productivité. Donc, si eux ne s'emparent pas de la question de la viande in vitro, ben, je ne comprends pas. Et j'ai rencontré un chercheur, des personnes qui s'exposent le plus sur le sujet et qui en parlent, alors qu'il n'est pas du tout spécialiste de ça, mais c'est le porte-parole de l'INRA sur la question. Et lui me dit non, mais en début d'année, on voit en fonction des sujets sociétaux, en fonction de ça, on définit nos programmes de développement. Mais non, la viande in vitro, ce n'est pas un sujet. Ok. Alors évidemment, ils ne peuvent pas dire que c'est un sujet parce qu'ils se tireraient une balle dans le pied. Hein. Ils sont évidemment très en lien avec les filières et le lobby, donc ils ne peuvent pas aller là-dessus. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est une petite révolution qui va arriver. Et même si aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait en place, que c'est cher et que c'est énergétiquement coûteux, je pense que ça pourrait créer un effet de bascule très important. Alors, il y a Jean-Louis qui... Tu peux prendre la parole, Jean-Louis, qui demandait comment faire pour ne pas tomber dans l'excès et voir les animaux plus importants que les hommes. Du coup, pour moi, c'est être vigilante sur le spécisme, hein, le spécisme qui s'opère aussi dans l'autre sens. Privilégier les intérêts des animaux au détriment des intérêts des hommes, c'est aussi du spécisme, donc ça ne marche pas. Voilà, c'est vraiment plus... la théorie des droits, elle est intéressante parce qu'elle nous dit
il ne faut pas que tout le monde soit pareil, il faut juste réfléchir aux intérêts communs. Par exemple, au sein de l'espèce humaine, on a tous intérêt à avoir les mêmes droits fondamentaux, hein, hommes, femmes, enfants. En l'occurrence, les droits à l'avortement, les hommes n'ont pas forcément intérêt à les avoir. Ça, c'est plutôt les femmes. Donc, on a des groupes au sein des espèces qui ont des intérêts communs. Et pour moi, c'est bien ça qu'il faut voir. C'est les groupes d'intérêts communs en fonction de différents droits. Donc, en effet, le spécisme marche aussi dans l'autre sens. Un complément de question. Tu m'entends, Marc? Vous m'entendez, Charlotte? Oui, je vous entends. La question était de Gisèle, d'abord ma femme. Et moi, j'ai une question quand même sur la nature, la notion de nature. La nature est quand même quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que l'antilope, elle est mangée par le lion, etc., etc. Enfin, la cascade de la chaîne alimentaire est très importante. Et nous-mêmes, nous nous trouvons en haut de cette cascade, de cette chaîne. Est-ce que tout cela, à ce moment-là, n'était pas le début d'une nouvelle réflexion complète sur c'est quoi les choses naturelles? Puisque c'est ce que l'on veut aussi dire, mais c'est quand même une question de se dire, est-ce qu'on va empêcher le lion de manger l'antilope? Alors, sur la question de la chaîne alimentaire, nous, on est au même niveau que l'anchois. Hein. Donc, on n'est pas du tout un grand prédateur. Donc ça, déjà, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Au niveau de l'anchois? Ouais, on est au niveau de l'anchois. Hein. C'est les indices qui sont fixés. Ça s'appelle les niveaux trophiques. C'est le nombre d'espèces entre le nombre d'intermédiaires. Enfin bon, bref, on est au niveau de l'anchois. Donc, on n'est pas du tout un grand prédateur. Aujourd'hui, il y a quand même cette question qui se pose, en effet, et on tourne un petit peu en ridicule les animalistes en disant oui, mais bon, on va quand même pas. Enfin voilà, c'est naturel hein, de prédater. Alors, il faut rappeler qu'on n'est vraiment pas des prédateurs. Même les caractéristiques biologiques de l'humain, elles sont pas du tout. On est plus proche des grands gorilles que du jaguar. On n'a pas les mêmes systèmes digestifs, on n'a pas les mêmes dentitions. Donc voilà, on ne court pas vite, on n'a pas des griffes acérées, donc on n'est pas du tout, biologiquement parlant, proche des grands prédateurs. On est plutôt proche des herbivores. Et après, sur la question, est-ce qu'il faut faire de l'interventionnisme du lion sur la gazelle, il y a une théorie qui dit, finalement, l'important, c'est de maximiser l'épanouissement et le bien-être des animaux, quels qu'ils soient, et pourquoi pas ne pas envisager une forme de solidarité. Donc, si demain, on peut donner à manger aux lions pour éviter qu'ils mangent des gazelles, si demain, on peut maximiser le bien-être et l'épanouissement des animaux, quels qu'ils soient dans le monde, pourquoi pas? Voilà, du coup, pour moi, il y a deux facettes dans votre question. Il y a la question de l'interventionnisme et il y a aussi la question de ce que c'est que la nature. Vous saviez qu'on était au niveau de l'anchois sur l'échelle de la prédation ou pas? Pas du tout, je suis sur le bord de la mer en plus, donc… On aimerait les anchois, sauf en boîte. Alors pour info, parce que j'ai les infos là, donc c'est cette échelle, en fait, l'échelle du niveau trophique. L'homme a un niveau trophique de 2,2. Le niveau pour la vache, c'est 2. Et le niveau pour les prédateurs supérieurs comme l'ours polaire et l'orque, c'est 5,5. Voilà, c'est l'indice HTML. Human Trophic Level. Je ne connaissais pas ça du tout. Merci de cet éclairage. Et en même temps, si on réfléchit bien, d'un point de vue biologique, vous êtes d'accord, on n'a pas… Alors, les petites canines, on a exactement les mêmes, mais c'est pour broyer, en fait, plutôt un système digestif qui est très grand, c'est pour assimiler les végétaux. Enfin, voilà, si on regarde les caractéristiques biologiques, ça, c'est super intéressant parce qu'on n'est pas du tout des prédateurs. Et d'ailleurs, je vous pose la question, si vous rentrez dans une pièce, il y a une pomme d'un côté et un lapin de l'autre, et vous avez faim, enfin, vous allez choisir quoi? Mais peut-être parce que c'est peut-être l'effet de la… Enfin, c'est juste une ouverture, une question. C'est peut-être l'effet de la civilisation. Parce que les animaux, est-ce qu'ils se sont civilisés, les animaux, au sens brut du terme, en quelque sorte? Est-ce que l'évolution de l'homme, une des particularités, et d'ailleurs, ça n'a pas été donné dans votre comparaison, que j'ai trouvé au demeurant très intéressante, mais effectivement, est-ce que la notion de civilisation n'est-elle pas quelque chose qui a justement impacté toute cette évolution? Oui, avec les dessins animés, par exemple, et puis tous les doudous. Là, ma petite fille, c'est un petit lapin. Je ne mange plus de lapin depuis longtemps.
les petits cochons, c'est Est-ce pareil. que c'est pas une évolution aussi qui fait que… Alors l'évolution peut marcher dans les deux sens, mais… Qui fait qu'on peut plus tuer des animaux? Comment? Qui fait qu'on peut plus tuer des animaux? On a humanisé les animaux aussi par tous ces Walt Disney, quoi, les dessins animés. Moi, je sais que quand j'étais petite, je voyais mon père massacrer des pigeons, des lapins, c'était normal pour nous. Bon, jamais si, les cochons peut-être, les vaches, mais on en voyait 2, 3, c'est tout. Moi, je suis contre les abattages à grande échelle, c'est certain. Mais je pense que je n'arrêterai pas de manger. On mange très peu de viande, mais je pense que je n'arrêterai pas complètement. Mais c'est très étonnant, hein, cette prise de conscience, parce qu'évidemment, vous êtes d'une génération, nous sommes d'une génération des baby-boomers, comme on dit, et c'est vrai que dans notre enfance, ces questions, ça ne nous a même pas traversé l'esprit. Hein. Il y avait peut-être le côté émotionnel, jamais j'ai pu tuer un lapin de ma vie, mais c'est vrai que dans ma famille, moi je ne l'ai jamais fait, mais je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que les gens de 60 ans actuellement, ou de 70 ans, finalement, quand ils étaient en âge dans la famille et tout ça, on ne l'a pas fait, quoi. Alors que nos parents l'ont fait. C'était une question de subsistance aussi. Dans les fermes, il fallait bien vivre, donc il fallait tuer le cochon, non? Je sais pas, alors je ne défends pas une position, c'est juste là où je vois une évolution civilisationnelle, quoi. Bon. Oui. Et tant mieux, mais je ne suis pas rendu avec les véganes, hein, Marc, hein, c'est clair. Mais vous avez raison de le rappeler, hein, c'est clairement la notion de survie. Enfin, même moi, tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, il n'y en a aucun qui me disent ouais, on est content d'envoyer les vaches à l'abattoir. Mais on est obligé de le faire. Donc, en fait, c'est qu'on fait perdurer un système qui a toujours été là. Mais quand on tuait le lapin, combien d'enfants étaient traumatisés d'apprendre que le lapin qu'ils ont mangé, c'est le lapin qui ont été leurs copains pendant des mois. Donc, c'était pas non plus neutre et anodin. C'était un geste de survie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de plus être obligé de le faire, du coup, on peut se permettre de re-questionner la morale, pour moi, à cet endroit-là. Mais c'est quand même actuel parce que être un lapin copain, on n'en avait pas. À notre âge, quand on était petit, ça ne se faisait pas. Ça s'est fait après. C'est nos enfants qui nous ont appris ce phénomène. Parce que moi, c'est vrai que proche. Je vois beaucoup, moi, des gens à qui je parle aussi qui s'interdisent d'y penser. Enfin, les gens qui tuent en tout cas des animaux, les éleveurs notamment, quand je leur dis et ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes déjà allé à l'abattoir? Enfin, ils me répondent tous non. Et quand je leur dis vous savez ce que deviennent vos animaux? Où est-ce qu'ils sont emmenés? Eh ben, ils me disent non et on ne veut pas savoir. Donc, il y en a même un qui m'a avoué que s'il y pensait, il ne le ferait pas. Il n'y a pas, enfin, je pense que naturellement, l'humain, ça ne vous fait pas saliver d'imaginer dépecer un lapin, croquer dedans, manger de la chair crue. Enfin, franchement, c'est répugnant. Vous passez devant un camion frigorifique avec des cadavres d'animaux. Il n'y a pas d'appétence. Et c'est ça qui me fait dire que c'est très culturel. On est absolument répugné par le sang, par la chair. Voilà, alors que les aliments comme des fruits, etc., des légumes, ça nous donne envie. Un animal, ça ne nous donne pas envie, un animal vivant. On va diminuer notre consommation de viande. Déjà, on n'en a pas beaucoup. Oui, mais actuellement, il faudrait qu'il y ait des bons fruits, des bons légumes. Bon, on a un jardin, mais ça ne pousse pas vite. Et c'est vrai que les fruits que j'achète, là, ils sont nuls, quoi. Les tomates, la viande aussi, hein. La viande aussi. Et la viande, ça dépend si on prend. Voilà. C'est bien pour votre karma. Il y a un site qui est super pour aider justement à la transition, c'est le site Vegan Pratique. Et il est vraiment très bien fait. Ça peut vous aider à transitionner. Je me permets, Charlotte, est-ce que tu pourrais, je te tutoie. C'est un scandale. Est-ce que tu pourrais envoyer la source sur le niveau là, de prédation? C'est hyper intéressant ce que tu as donné comme chiffre de 0,2 là. Ouais. Ouais, merci. Et sinon, par rapport à l'intervention de Jean-Louis, je trouvais ça hyper intéressant qu'il fasse appel à la notion de nature.
qu'en fait, la notion de nature, c'est quelque chose qui est assez récent, en fait, et qui est occidental. Et bah, justement, l'homme occidental, enfin, l'humain occidental, c'est extrait au fur et à mesure de la nature pour le voir justement comme un tout et se sentir d'ailleurs supérieur à elle. Je trouve que ça, du coup, ça fait plein de connexions avec aussi notre vision aujourd'hui des animaux, des autres animaux qui font partie, eux, de la nature qu'on met dedans. Et l'histoire aussi justement de la chosification, la réification du bout de jambon, je trouve que c'est en fait, il y a aussi, je trouve, le rôle très important des industries et des lobbies agroalimentaires qui ont fait tout pour nous éloigner, en fait, pour éloigner dans notre tête qu'on fasse plus le lien entre le jambon et le cochon. Et voilà, je voulais connaître ta position sur ça. Attends. Sur le travail des lobbies là-dessus? Ouais. Alors, attends, j'envoie juste l'indice. Ok. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, ils font tout un travail pour qu'on puisse pas faire le lien entre l'abattoir, la souffrance des animaux, ce qui se passe dans les abattoirs et ce qu'on a dans l'assiette, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a eu, il y a je sais pas, il y a 2 ans, un amendement qui est passé pour nommer, en fait, nommer différemment les parties, en fait, des animaux. Donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais aujourd'hui, c'est la destination culinaire, hein. On essaye, enfin, entrecôte, jarret, tout ça, on va plutôt parler de pot-au-feu, on va parler de, voilà, donc, Filet on mignon, essaye de... Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment au niveau de l'appellation des produits déjà quelque chose qui passe de la partie du corps à la destination culinaire. Donc, ça, c'est intéressant de l'observer. Et j'ai aussi vu un amendement qui est passé il n'y a pas très longtemps. Ah oui, c'était le 27 mai. Ils ont fait passer une proposition de loi qui interdit l'utilisation des mots steak, saucisse et escalope pour les produits à base de protéines végétales. Hein. C'est assez amusant. Hein. Par contre, la castration des porcelets vifs, les fermes intensives et les poules en cage, ça n'est pas passé, hein, évidemment. Donc, où sont les priorités? Oui, ils font un sacré boulot. Et d'ailleurs, il y a aussi un site que j'aime bien qui est assez intéressant. C'est le site Tous Flexitariens qui a été créé par Interbev, donc l'interprofession de la viande et de la charcuterie. Donc, tous flexitariens, donc c'est comment est-ce qu'on réutilise un terme qui, à la base, veut dire réduire sa consommation de viande. Hein, c'est le terme flexitarisme, c'est une forme de végétarisme avec de la consommation occasionnelle de viande. Bien, ils l'ont récupéré pour dire tous flexitariens, mangeons de tout. Hein, donc, ils ont complètement détourné le concept. Sur toutes les affiches, tu as un cœur avec moitié viande, moitié légumes. Donc, on est quand même sur des proportions qui sont largement pas du tout dans les recommandations des programmes de nutrition et de santé nationaux. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir comment ils transforment ça et comment ils chosifient aussi la viande. Ouais, tout à fait. La viande, l'ingrédient. Ouais, c'est ça. Et j'avais une autre question. Est-ce que tu trouves qu'il n'y aurait pas une limite au scientisme par la connaissance ou la méconnaissance plutôt scientifique? C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, on pense que tel animal comme l'huître n'est pas sentient, mais peut-être qu'on découvrira dans 10 ans, 50 ans, que en fait, mince, oups, ils étaient sentients. Elles étaient sentientes. Oui, tu as raison. Après, c'est aujourd'hui le critère quand même qui paraît être le plus juste pour les droits des animaux. On parle aussi de tout ce qui est corporalité. Donc, mais on reste dans la notion de capacité à sentir. Et on parle aussi alors il y a plusieurs théories. On parle aussi de la théorie de la vulnérabilité, c'est-à-dire les êtres qui sont les plus vulnérables. Ou encore
la théorie capacitaire, c'est-à-dire donner des droits aux êtres qui peuvent s'exprimer dans le monde, en fait, pouvoir développer leurs capacités, aider les êtres à développer leurs capacités. Donc, c'est sûr qu'entre un chien et une moule, bon, bah oui, il y a forcément une petite différence. Donc, oui, c'est lié à la science, ouais, complètement. Et pour moi, l'enjeu, il est plus à la limite sur la science en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai observé, et on me l'a dit, que les gens qui sont les plus sensibles aux animaux, de fait, ne font pas des filières scientifiques où on est amené à faire des expériences sur les animaux. Et j'en suis la preuve puisque j'ai épousé la carrière scientifique et puis j'ai finalement pas pu continuer parce que je devais faire des travaux pratiques sur des animaux vivants. Donc finalement, on a quand même à cet endroit-là des gens qui ne sont pas particulièrement sensibles à cette cause, ou sinon ils font de l'éthologie, mais ils ne font pas de la recherche fondamentale. Et du coup, paradoxalement, il y a peu d'études et de recherches là-dessus. Mais en tout cas, ceux qui les font sont pas particulièrement sensibles. Donc, à mon avis, tu vois, il y a aussi à cet endroit-là une sorte de biais. Ouais. C'est pour ça, à mon avis, que ça n'évolue pas si vite que ça. Est-ce que vous avez d'autres témoignages, questions? Moi, j'ai mis une petite vidéo là sur le chat, qui est une vidéo assez qui date de pas mal d'années déjà, qui a un poids énorme, je trouve, enfin, qui dit des choses avec une force assez incroyable sur le marketing alimentaire. Enfin, voilà. Je vous laisse découvrir si vous ne la connaissez pas, parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Super. C'est des histoires de lobby et d'entreprise. En fait, moi, je n'aurais jamais voulu être patron d'une entreprise agroalimentaire parce que les abattoirs, il y en a plein autour de moi et je pense que c'est la seule chose que je n'aurais pas accepté de faire. Et pourtant, j'ai fait de la pub pour j'allais dire des vendeurs de poulet, des abattoirs de poulet, bien sûr. Et je me dis quand même, tout ça, c'est désincarné pour les patrons comme pour les dirigeants. Eux, ils ont un produit, en fait. Ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais quand on a 500 ou 1000 personnes, on a envie de faire vivre, on organise des lobbies, on fait attention que les gens continuent de manger de la viande, on fait de la pub pour manger du porc, on fait de la pub pour manger des huîtres, etc. Et j'ai peut-être honte d'en avoir fait, mais j'en ai fait. Mais je n'avais pas pris conscience à ce moment-là, hein, il y a 20 ans maintenant. Donc la conscientisation des choses est quelque chose d'intéressant. Mais il faut bien penser en critiquant les lobbies, en critiquant peut-être aussi l'INRA, tous ces gens-là sont au service d'une industrie que l'on peut critiquer, mais qui fait vivre des gens, qui nourrit des gens. Donc, en même temps, je crois qu'il est important de penser que supprimer des abattoirs, pourquoi pas, mais qu'en même temps, derrière, il va falloir trouver aussi des solutions pour que finalement, les gens qui travaillent en Vendée, il y a énormément d'abattoirs, que les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, ils puissent trouver un travail. Parce que si vous avez vos parents qui travaillent ou vos enfants qui travaillent dans un abattoir, c'est un boulot extrêmement difficile, très, très peu valorisant, mais ça permet de gagner sa vie. Le jour où l'abattoir ferme, c'est des gens qui se retrouvent au chômage, qui viennent de l'industrie mécanique ou d'un abattoir, ils sont au chômage et c'est quand même un vrai sujet qu'on ne peut pas oublier en parlant des lobbies ou en parlant de la suppression de toute cette frange d'industrie agroalimentaire qui peut-être donne de la malbouffe, j'en conviens, mais on ne peut pas non plus tout balancer en même temps d'un seul coup. Donc il faut, je pense, les gens qui militent, et je trouve très intéressant que vous militiez aussi, mais qu'en même temps, le militantisme, il acquiert de la crédibilité quand en même temps il pense à ces choses-là, parce que sinon on prend les militants comme des extrémistes et le message ne passe pas. Donc il faut tenir compte de ça, c'est important. Oui, absolument. Après, il y a suffisamment d'argent pour accompagner les transitions et on ne peut pas se dire il faut que tout le monde fume pour accompagner les exploitants de tabac. Enfin, il y a un moment où quand on a quelque chose qui est mauvais pour la santé et pour l'environnement et qu'on a une communauté de destin, faut prendre les choses en main. Et ce que vous dites, moi je l'entends complètement. Il y a une solidarité, encore une fois, humaine et animale. Mais le discours des députés, et j'en ai rencontré plein, quand je leur dis pourquoi vous n'avez pas voté l'arrêt de la castration à vif des cochons, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté
l'arrêt des batteries des poules en cage, ils me disent oui, mais non, il faut prendre le temps, il faut laisser aux filières le temps de s'adapter. C'est ça qu'ils me disent. Ils me disent les éleveurs sont déjà suffisamment en difficulté, on ne peut pas leur en rajouter. Donc, ils jouent le 3e D des lobbies. Les 3 D des lobbies, c'est décrédibiliser, désinformer, différer. Et donc, ils disent non, il n'y a pas de législation, il faut attendre que ça vienne de la part des filières. Et ça, c'est un discours qui est super dangereux parce que du coup, ça met des plombs, quoi. Ça met des plombs. Et alors que l'argent, il est là pour pouvoir accompagner les agriculteurs à faire d'autres types de production. Et pour moi, on ne peut pas justifier de toute façon les exactions qui sont faites par l'aspect économique. Sinon, où on va? Oui, bien sûr. Donc oui, pour la solidarité, mais pas pour les compromis sur la souffrance. Pas de compromis sur la souffrance. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans d'autres pays. On a des ONG qui créent des fonds pour accompagner les agriculteurs à la transition. Donc, ils remplacent l'État pour les accompagner sur des solutions financières. Donc ça, c'est plutôt super positif comme démarche. Il y a pas mal de commentaires. Et puis, il y a même des nouveaux arrivants qui arrivent un peu tard. Hein. Virginie, là. Bienvenue, Virginie. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de conclusion? Excusez-moi, bonjour à tous. J'avais coupé mon micro, pardon. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Merci. Alors Virginie, en fait, tu arrives au moment où en fait on a déjà beaucoup parlé. Désolée. C'est pas grave, mais peut-être tu peux nous dire, puisque tu es la dernière, ce qui t'a amené à nous rejoindre ici et voilà, quel est ton intérêt pour le sujet ou tes questions? Alors, j'espère que j'ai bien compris le sujet déjà. Moi, je milite dans la protection animale depuis de très nombreuses années. Je ne vais pas vous raconter, ça serait trop long. Ouais. Mais j'imagine, comme tout le monde ici, on est sensible à la souffrance animale. Et d'ailleurs, il s'est encore passé apparemment une horreur aujourd'hui qui m'a bouleversée. Deux individus, je ne sais pas trop leur profil, se sont amusés à martyriser un veau et à le jeter vivant dans un fleuve pour le tuer, voilà, gratuitement, comme ça se fait, voilà. Et donc, moi, j'attendais justement de ce live. Je venais plus en spectatrice qu'en actrice, et donc, comment dire, je suppose que c'est comment amener le public à être sensible à la cause animale, c'est ça le sujet? Bah non, c'est la comparaison des raquettes de ping-pong sur le marché japonais. Pas du tout. Je me suis trompée. Non, mais la souffrance animale, on peut la traiter de plein de façons. Hein. Ouais. Oui, c'est ça le sujet. Et ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'était surtout, c'était pas tant le véganisme ou la maltraitance animale, c'était le spécisme en fait qui était surtout intéressant de voir. C'est comment est-ce que dans notre manière de parler, dans notre manière de faire, de consommer, on va finalement traiter ou exploiter l'animal bien au-delà de la protection ou de la maltraitance. C'est vraiment notre rapport aux autres espèces qui est intéressant de challenger. Ouais. Effectivement, c'est hyper vaste comme sujet. J'avoue. Parce qu'effectivement, c'est toute notre éducation qui est
imprégnés de cette supériorité humaine, entre guillemets supériorité. Et effectivement, le vocabulaire aussi est complètement infiltré. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on ne peut pas s'empêcher de citer des expressions qu'on connaît bien parce qu'on est conditionné par ces expressions. Du style, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ceux qui font du mal sont des vipères, etc. On ne va pas tout citer. Donc, effectivement, il faudrait changer le vocabulaire et peut-être prendre le problème à la base, c'est-à-dire à l'école, comme ça se fait dans certains pays, sensibiliser à l'empathie en général. Donc, l'empathie envers les autres humains et envers les animaux, puisqu'en fait, tout est lié. Ceux qui n'ont aucune pitié pour les animaux n'ont aucune pitié pour les... Enfin, ceux qui n'ont aucune pitié pour les non-humains n'ont aucune pitié pour les humains, c'est pareil. Je pense que tous ici, nous avons en commun cette sensibilité. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre que la cruauté gratuite de nombreux humains quand même, hein, c'est infernal. Alors effectivement, il y a le spécisme, mais c'est plus que ça, c'est le plaisir de faire souffrir, quoi. Alors Virginie, en fait, en préparant la séquence avec Charlotte, je crois que Charlotte, Oui. tu m'avais montré une image des écoles dans lesquelles il y avait une manifestation, je crois, ou un panneau dans lequel on refusait le fait qu'il y ait un jour par semaine de végétariens. Donc, je ne sais pas si c'était une association des parents qui étaient contre ça. Et donc, ça montre bien le point où on en est. Et en fait, quand Virginie parle de l'école, et que ça doit commencer par là, forcément, c'est le contact des enfants à la nature, et en particulier aux animaux, et pas que, effectivement, aux chiens et aux chats, aux chats et aux chiens, pardon. Mais aussi à tous les animaux, quoi. Donc, et ce respect de la vie animale, il commence, à mon sens, à l'école. Donc, quelque part, c'est un sujet qu'avec Jean-Louis, on travaille un petit peu avec des écoles un peu pionnières. Et à mon sens, un des vrais enjeux aussi, c'est de faire en sorte que les enfants, dès leur plus jeune âge, aient un lien, pas uniquement chez les marchands, quoi, de viande ou autre, mais avec les animaux vivants, quoi. Donc ça me paraît essentiel. Mais vous avez des chiffres sur le nombre d'écoles qui ont respecté la loi Casbonne qui a pris effet au 1er novembre, je crois, et le nombre d'écoles qui ne l'ont pas respecté? Non, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Par contre, j'ai vu dans des articles de presse que certains élus faisaient de la résistance. Donc, pour rappel, le menu végétarien dans les cantines scolaires est obligatoire depuis novembre 2019. Donc, un menu végétarien par semaine, hein, en proposition additionnelle. Et on a par exemple le président du conseil départemental du Cantal, hein, qui a refusé d'appliquer cette mesure au nom de la culture et de la liberté. Donc, c'est quand même pas rien, hein, ces élus. Et puis, on a eu des éleveurs qui ont fait des barbecues devant les collèges pour inciter les collégiens à venir manger cette viande, hein, en soutien. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un peu chaud. On a aussi dans des lycées techniques des options de chasse, hein, au bac. Voilà, donc on a les sociétés de chasse qui font, aujourd'hui, je crois qu'il y en a environ une cinquantaine l'année dernière qui ont fait des interventions dans les écoles. Donc, dans leur rapport, dans leur bilan annuel, on peut voir qu'il y a plusieurs milliers d'élèves qui sont sensibilisés à la question de la biodiversité, mais du coup, sous l'angle de la chasse. Donc, moi, je me pose vraiment la question de savoir, voilà, les lobbies du lait vont aussi dans les écoles pour faire la promotion de leurs produits. Donc, oui, c'est un enjeu et les lobbies l'ont bien compris. Après, il y a... Ouais. Le pouvoir des lobbies, je pense que ça fait longtemps que les lobbies ont leurs entrées à l'Élysée, hein, et au Conseil de l'Europe. Par contre, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'en avais pas conscience jusqu'à ce que
jusqu'à ce que Nicolas Hulot démissionne et le dénonce. Du coup, moi, je le remercie beaucoup d'avoir fait ça parce qu'il a vraiment ouvert une boîte de Pandore en faisant ça. Donc ça, c'est bien. Et du coup, moi, j'ai fait des recherches parce que moi, je vois deux types de lobbies. Il y a ceux qui ont un intérêt financier dans l'affaire, donc c'est les lobbies de la viande et les lobbies du lait. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les ai pas en tête. Par contre, les lobbies de la chasse, c'est autre chose. Il y a leur pouvoir qui est en jeu, bien entendu, hein, mais peut-être ils ont de l'argent, mais c'est pas pareil. La chasse, c'est un loisir, ça ne rapporte pas d'argent en principe. Donc, l'intérêt n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des lobbies qui fonctionnent pareil, on est d'accord, mais leur motif n'est pas le même, je pense. Oui, c'est un lobby très efficace et très impactant parce que ce sont des électeurs en grand nombre. Je ne sais plus combien il y a de chasseurs en France, mais c'est énorme. Et non, en fait, non, justement, non. Non, justement, il n'y a pas énormément de chasseurs en France. En revanche, ils ont intégré les élites. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont chasseurs. C'est pour ça qu'ils sont très puissants, en fait. Des parlementaires et des notables. Et des notables, tout à fait. Il y a environ 1 million de chasseurs en France, donc le nombre d'adhérents est en chute libre depuis des années. Donc, ils représentent 1% de la population, moins d'1% de la population, mais pourtant, ils sont en représentativité de plus de 25% à l'Assemblée. Et en effet, on voit, enfin moi, je l'ai vu quand j'étais dans les territoires ruraux, il y a quand même un lien assez important entre le monde politique, le monde de l'élevage et le monde de la chasse. Hein. Souvent, c'est quand même des liens qui se tissent, qui sont très, très étroits. Et n'oublions pas que ce sont les maires qui élisent aussi les sénateurs. Donc, on a assez naturellement ce lien qui se prolonge jusque dans l'hémicycle. C'est ça, du coup, ils sont surreprésentés, quoi. 25%, ouais. Enfin, en tout cas, dans les groupes chasse du Sénat et du Parlement. Et si je peux me permettre, je voulais rebondir sur ce que tu as vu, Charlotte, sur les réticences à l'option, enfin, c'est pas l'option, c'est le repas végétarien à la cantine. Alors, je retrouve pas là, je crois que c'est sur le site de L214. Je sais qu'il y a un sondage, en tout cas, qui a été fait au niveau de la population française, et quand même, la grande majorité des gens sont pour ce repas végétarien. Donc, on est quand même sur une population qui accepte en majorité ce repas végétarien une fois par semaine, quoi. Oui. Et une des propositions de la Convention citoyenne, c'est justement de l'institutionnaliser pour chaque jour. Mais oui, il y a des résistances, mais elles sont globalement pas énormes. Puis à chaque changement, il y a des réticences. Ah bon? C'est humain, ça. Ah bon, t'aimes pas le changement, toi? Moi, si, mais... Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur les interventions dans les écoles. C'est vrai que je pense que là, il y a un travail associatif à faire dessus. Moi, j'ai créé une association et à ce titre, je vais pas mal justement dans les écoles parler de protection animale et on a un accueil de dingue. En fait, les enfants, ils sont fous, ils sont trop contents en fait quand on parle d'animaux. Et je pense qu'il y a un levier intéressant. Ouais. Et c'est dans des écoles publiques ou privées? Plutôt public. Public même. Ouais. Cool, bravo pour ce que tu fais. Ah bah merci, c'est un plaisir quand je le fais. Tu les questionnes justement sur est-ce qu'ils font de la différence entre les animaux? Est-ce que les animaux devraient avoir des droits? Est-ce que tu les questionnes là-dessus sur la dimension spéciste justement? Ouais. C'est marrant parce que bon, toutes les classes ne sont pas. Je peux pas comparer en fait les classes entre elles. Puis après, il y a des niveaux d'âge évidemment, on n'a pas les mêmes discussions. Mais à partir du CM1, ils se posent vraiment des questions en fait sur la relation homme-animal et sur plein de choses. Et c'est hyper intéressant en fait de voir avec leurs yeux d'enfant en fait. On voit qu'ils comprennent vraiment des choses.
Et je pense que ne serait-ce que de les voir une fois sur ce sujet-là, en fait, ça plante une graine sur la réflexion qu'ils peuvent avoir après plus tard, sur eux-mêmes, leur relation avec les animaux, la nourriture. Euh, oui, ils se posent beaucoup de questions, en fait. Il suffit juste de parler d'un sujet en particulier. Et paf, après, ça part sur plein d'autres sujets. En tout cas, ils sont hyper, généralement, en grande majorité, ils sont très intéressés par la question. Et ils se posent des questions. Et comment on fait pour aller dans les écoles? Alors moi, comment on a commencé? On a commencé, en fait, avec mon conjoint, on a créé une association parce qu'en fait, on a fait un long voyage pendant 2 ans. Où on est allé en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud et centrale. Et en fait, on a réalisé des vidéos pour des associations de protection animale. Et donc, à ce titre, en fait, on est passé dans le journal. Et suite à cet article, on a eu beaucoup de messages d'encouragement, tout ça. Et il y a des profs qui nous ont contactés pour nous dire ah, mais nous, on est intéressés par ce que vous faites, est-ce que vous pourriez venir nous voir? Et en fait, on n'avait pas du tout, à la base, on n'avait pas du tout pensé aller dans les écoles. Et puis, c'est comme ça qu'on est allé. Et puis après, le bouche à oreille fait qu'on y va régulièrement. Et après, c'est surtout une volonté, ça part surtout d'une volonté de certains profs, en fait. Il faut qu'il y ait à la base une sensibilité du prof ou de la prof. Ouais. Oui, ça fait comme ça fait bientôt 2 heures qu'on est ensemble et qu'on on a quand même bien couvert, je trouve, le sujet avec plein d'angles différents. Et merci à tous pour vos contributions et vos questions. Peut-être, Charlotte, un petit mot de conclusion ou ainsi qu'à tous, hein, si vous avez un petit dernier mot avant qu'on clôture la soirée. Ben moi, mon dernier mot, c'est que je regrette d'être arrivée tard, mais j'ai pu faire autrement. Alors Virginie, en fait, la soirée est enregistrée, elle sera mise en ligne et j'enverrai un mail à tous les participants, y compris et même à tous les inscrits aussi, de façon à ce que chacun puisse consulter et sur le net, donc ça sera mis sur la chaîne YouTube des émergences. Voilà. D'accord. D'ici quelques jours. Merci. J'aurais juste une question pour Charlotte. Est-ce que c'est toujours prévu que tu ailles devant l'Assemblée nationale le 4 octobre? Alors, c'est toujours prévu que j'y aille, mais je ne sais pas si je vais y aller le 4 octobre parce que la réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron veut la mener d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, je vais voir à quel moment c'est le plus stratégique. Est-ce que c'est au moment du vote? Est-ce que c'est en amont? Voilà, ça, je n'ai pas encore la réponse. Ok. Mais si ce n'est pas le 4 octobre, ce sera un autre jour. Ok. Je te préviendrai. Et moi, j'ai une question aussi pour Charlotte. Tu avais entamé un Tour de France avant le confinement et je pense que le confinement t'a interrompu. Et oui, tout à fait, c'est ce que je disais en intro. C'est pour ça que j'ai pu faire aussi la conférence ce soir. C'est que je suis rentrée chez moi, ouais. Et du coup, je vais reprendre la marche, mais je ne sais pas encore quand. Je la reprendrai de Lyon. Ouais. C'est encore dans les tuyaux. Bon, ben, on suivra ça. Ben oui, je t'attends sur les chemins, Virginie, quand je reprendrai. Je te tiendrai au courant. Merci. Entraîne-toi d'ici là. Ben, il y a longtemps, j'ai fait une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh ben, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Je t'embauche. D'accord. Un grand merci à toi, en tout cas, c'est hyper intéressant. Oui, un grand merci. Ouais. Bah, merci à vous. Du coup, pour conclure, j'ai été ravie de faire cette première avec vous. J'espère qu'elle augure peut-être une série de partages là-dessus. Et c'est bon de se sentir voilà, en famille. Voilà, ça fait du bien, quoi. Donc, Marianne, je pense à toi.
Voilà, donc merci, merci pour votre présence. Je regrette toujours que dans ces conférences, il y ait des gens plus ou moins déjà acquis. Et en même temps, ça me fait tellement de bien que c'est quand même cool. Ça, c'est une grande question. Comment amener les non-acquis à la question? Voilà. Par l'ouverture, en fait, il y a eu 2 messages. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une personne qui s'appelle Sandra qui est venue, qui a dit je pense à arrêter la viande, je crois, elle disait. Et puis, il y a aussi le témoignage de Jean-Louis qui est en ce que tu disais, Charlotte, en transition, c'est ça voilà. Donc, il faut laisser le temps aussi aux gens de mûrir et à la société d'évoluer. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Ni en quelques mois, mais plutôt en quelques années, voire dizaines d'années. Oui, enfin, cette question, il n'y a pas que nous qui la portons. En fait, Victor Hugo, Émile Zola en leur temps l'ont fait. Avant eux, il y a eu aussi Léonard de Vinci et sans doute beaucoup d'autres. Oui. Et finalement, les choses n'ont pas beaucoup évolué. C'est vrai que ça évolue très lentement. Et pendant ce temps-là, il y a tellement de misère animale, quoi. Ouais. Voilà, mais bon. Mais je trouve que depuis 2019, les choses bougent sensiblement. Et d'ailleurs, vous avez dû voir qu'au municipal, il y a des délégations de protection animale qui se créent. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les élections municipales? Alors, le parti animaliste a lancé cette idée, mais ça a été repris par d'autres municipalités qui ne sont pas animalistes. Donc, c'est vraiment super positif, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper positif. Je pense que il y avait encore un sondage de L214 qui disait que 72% des Français attendent que leur mère s'investisse dans des actions concrètes en faveur des animaux. Et ça, c'est énorme. Il faut leur rappeler aux mères que bah ouais, il y a des choses à faire. Ouais. On va rester sur cette note d'espoir. Bien, bonne soirée à tous alors. Et puis au plaisir de se retrouver, soit à Aix, soit dans le Luberon, à Montpellier, à Paris. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Marc, d'avoir organisé cette super soirée. Et merci aux participantes et aux participants. Merci beaucoup.